Alors, trois thématiques aujourd'hui, rapidement. La première concernait la dénutrition. Je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, en fin d'année 2019, les recommandations de l'HAS concernant la dénutrition avec de nouvelles définitions, de petites variations sur les définitions. Je vous demandais donc, comme question pré-test, quels étaient les critères de dénutrition pour une personne âgée. Et en fait, j'avais mis tous les bons critères et vous avez répondu oui à 86%, donc c'était très bien. J'ai essayé de vous résumer ce document en une diapo, en sachant qu'il y a aussi une fiche synthèse qui est un tout petit peu plus longue, mais je me suis dit on va essayer de faire ça en une diapo. C'est un peu synthétique, mais je crois qu'il y a tous les éléments. Pour les adultes, pour les personnes âgées. Pour les adultes, la définition, elle est exclusivement clinique. Il n'y a pas d'albumine dans la définition. L'albumine intervient dans la sévérité. Pour les adultes, il vous faut un critère phénotypique et un critère étiologique. Le critère phénotypique, c'est 5%, perte de 5% du poids en un mois, 10% en 6 mois ou un IMC inférieur à 18,5. Le critère étiologique, ce sont les causes que l'on connaît, c'est-à-dire on mange moins pour certaines causes, on absorbe moins bien pour certaines causes, ou on consomme plus, c'est l'hypercatabolisme, pour certaines causes. Et donc, dedans, il y a le syndrome inflammatoire, toutes les causes de malabsorption, etc. Et également l'anorexie dont on parlait un peu plus tôt. Donc ça, c'est la définition de la dénutrition pour l'adulte. La définition de la dénutrition pour la personne âgée, il n'y a pas les critères étiologiques et il y a l'albumine qui rentre. Donc, c'est un seul critère phénotypique, un IMC à moins de 21, une albuminémie à moins de 35 et un score de nutrition que moi j'utilise peu, qui est à moins de 17. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup l'habitude. Pour ce qui est de la sévérité, les critères sont un tout petit peu différents pour l'adulte et la personne âgée. Il suffit d'un critère pour dire que c'est sévère. Chez l'adulte, c'est moins de 10% en un mois, enfin plus de 10% de perte de poids en un mois, plus de 15% de perte de poids en 6 mois. C'est exactement la même chose chez la personne âgée. Ce qui varie, c'est l'IMC, qui est inférieur à 17 pour l'adulte, inférieur à 18 pour la personne âgée, en sachant qu'on partait de 18,5 et de 21 pour la définition. Pour ce qui est de l'albuminémie, c'est la même chose, c'est la même définition. Moins de 30 grammes, c'est sévère. Et enfin, il y a une petite variation, c'est plus de 15% du poids par rapport au poids habituel. En gros, vous avez une maladie chronique, vous vous reportez au poids avant cette maladie chronique, et s'il a perdu plus de 15% du poids, vous pouvez dire que c'est une dénutrition sévère. La dénutrition, elle est sévère ou modérée, elle n'est pas minime, ça n'existe pas. Et pour la personne âgée, elle est sévère ou non sévère. On ne dit pas qu'une personne âgée a une dénutrition modérée, on dit qu'elle a une dénutrition non sévère. On enchaîne avec la deuxième thématique. Alors, je ne sais pas si ça répond à une problématique, à une question que vous vous posez au quotidien. Moi, j'avoue que souvent, je galère un petit peu quand j'ai des comptes rendus d'échographie avec la classification TIRAD, c'est qu'on ne me dit pas sur cette classification la conduite à tenir derrière. Donc, je me suis dit que ça pouvait être éventuellement une problématique que vous constatez également. Quand je vois vos réponses, je me dis que vous étiez pas non plus complètement sûr de la fréquence du suivi échographique selon la classification TIRAD. Alors, on n'a pas le temps de reprendre les nodules thyroïdiens. Il y avait déjà eu une présentation au staff 5-AMI dans le passé. Il y a 5% des nodules thyroïdiens sont malins, ça conduit rapidement à la cytoponction. Il y a des critères cliniques et échographiques. On ne va pas parler de ça, mais juste ce suivi. Quand on vous dit TIRADS 1 ou 2, il n'y a pas de suivi. Quand on vous dit TIRADS 3, c'est un suivi, une échographie à 1, 3 et 5 ans. TIRADS 4 à 1, 2, 3 et 5 ans. TIRADS 5 annuel pendant 5 ans. Et enfin, la règle, je ne sais pas si elle est valable dans tous les cas, mais la règle donnée dans cet article, c'était que dès que ça n'a pas bougé pendant 5 ans, alors on peut interrompre le suivi échographique. Bien sûr, j'aurais tendance quand même à vous dire de faire valider ça par un endocrinologue ou par un radiologue, mais voilà un article récent que j'ai lu qui mettait un petit peu à jour ces recommandations et qui, je crois, pourront nous aider au quotidien quand on lit des comptes rendus d'échographie. Troisième thématique, j'avais pas vraiment le choix pour être honnête, vu que ça fait l'actualité tous les jours. Alors du coup, c'est pas si facile que ça parce que ça change tout le temps. Et d'ailleurs, on va un peu discuter des changements qui risquent et des nouveaux changements qui risquent d'arriver ces prochaines semaines. Je vous demandais quel était le délai d'incubation suspecté du coronavirus. Alors en fait, toutes les bonnes réponses sont vraies, puisque ça va de 2 à 10 jours avec une moyenne à 5,2 jours, mais vous verrez que le critère est de 14 jours. Le critère défini par nos autorités est de 14 jours. Et peut-être que ça, c'est une moyenne qui a été faite sur les cas en Chine. Et la moyenne était de 5,2 jours.
de délai d'incubation. Maintenant, peut-être que des nouvelles études épidémiologiques sont sorties depuis, donc je parierai pas à 100%, je ne donnerai pas ma main à couper sur ces 5,2 jours, mais en tout cas, c'est un article qui est paru récemment. J'ai essayé là encore de vous résumer l'essentiel en une diapo. Alors, c'est une transmission respiratoire, c'est un virus à transmission respiratoire, pas par l'eau, il n'est pas prouvé qu'il y a une transmission sexuelle, c'est le premier point. Deuxième point, ça aurait été au départ une transmission de l'animal à l'homme, mais cette source animale n'est pas identifiée à ma connaissance. On partirait du fameux marché de la ville de Wuhan, mais je ne sais pas si c'est prouvé à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez vu toutes les annonces faites par le patron du SAMU qui était envahi, assailli d'appels et de coups téléphoniques. Donc, en gros, quand c'est une question médicale, c'est le 15. Quand c'est une question non médicale, il y a un numéro vert qui a été mis en place, qui est bien sûr gratuit et dont je vous ai mis le numéro ici. Ensuite, la consigne est donnée aux gens, normalement, de ne pas se rendre chez son médecin traitant ou de ne pas se rendre aux urgences de façon à ne pas propager l'épidémie. Il y a plusieurs points que j'ai essayé de vous résumer par étapes. Comment on dépiste, quels sont les signes qui nous font dépister une infection par coronavirus? Eh ben, la fièvre et les signes respiratoires. Au départ, c'était que les signes d'infection respiratoire basse, puis ça a été élargi à signes d'infection respiratoire, donc fièvre plus toux, fièvre plus dyspnée, etc. Ça, c'est un premier point. Donc, il y en a beaucoup. Ça remplit vos consultations en ce moment. Et bien sûr, il y a un deuxième critère, c'est il faut moins de 14 jours après une exposition avec un séjour dans la province de Hubei. Vous savez qu'avant, c'était que la ville et maintenant, la zone a été élargie à toute la province. Alors, j'avais mis, on voit pas très bien, mais la ville, elle est ici et la province, elle est là. Et je vais essayer de vous mettre une photo de la Chine pour vous représentiez un petit peu où ça se situe parce que moi, très honnêtement, je ne savais pas de quel endroit on parlait. Enfin, si vous travaillez en milieu hospitalier et que vous avez été en contact avec un cas confirmé, bien évidemment, vous êtes à risque. Et enfin, un point, à mon avis, très important, c'est qu'il ne faut pas oublier les autres diagnostics. On a le droit de faire une pneumonie à pneumocoque, on a le droit de faire une grippe grave, etc. Et donc, il faut toujours y penser et pas inverser les prévalences et les fréquences de maladies. Dès qu'on dépiste, on se protège. Donc, les consignes barrières habituelles, il faut tousser dans son coude, un mouchoir à usage unique, utiliser des masques, se laver régulièrement les mains, utiliser des solutions hydroalcooliques, et prendre des mesures d'isolement dès qu'on a un cas suspecté. Le traitement, il est pour l'heure uniquement symptomatique, il n'y a pas de traitement spécifique. On entend dans les médias des histoires de traitement spécifique, peut-être que ça arrivera prochainement, mais en tout cas à l'heure actuelle, non. Le Tamiflu n'est pas indiqué dans cette maladie. Et enfin, il peut y avoir quand même des signes de gravité qui conduisent en réa et qui peuvent amener au décès. Un numéro vert pour alerter l'ARS et un numéro pour affirmer le cas. Il y a différents laboratoires qui ont été organisés en France. Il y en a notamment un à Lyon et un à Paris. Et donc là, c'est le laboratoire Pasteur à Paris, qui est le centre national de référence, dont voici le numéro. Il semblerait que des laboratoires de biologie médicale soient en train de développer eux-mêmes des tests ou de s'équiper de tests de façon à pouvoir éventuellement faire face à une grande demande de confirmation de cas. Je vous remercie.